Il est 20 h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le chancelier allemand est arrivé à Dakar en milieu de matinée. Olaf Scholz entame chez nous une tournée africaine. Il a été accueilli par le président Macky Sall, suivi d'un tête-à-tête au palais de la République. Au menu des échanges, l'économie, la sécurité, mais aussi la guerre en Ukraine. Plus de 10 000 tonnes de semences certifiées allouées à Kaolack pour la présente campagne agricole. Dans la région, vous allez le voir, les acteurs se mobilisent pour assurer la réussite de l'opération. Nous ferons le point dans ce journal. Régulation foncière, le chef de l'État accède à la requête des 400 familles de la cité Ndiobène. C'est dans la commune de Wakhinane Nimzatt. Macky Sall transforme les titres précaires en beaux. Une journée de prière et de remise est organisée en guise de reconnaissance. Trophy Tour Thiès à l'honneur, la capitale du rail accueille la Coupe d'Afrique. L'IS populaire, ambiance festive dans les quartiers de la ville. Les populations ont manifesté leur joie de recevoir le trophée. La caravane s'est également arrêtée dans la ville sainte de Tivaouane. Bonsoir à tous, bienvenue. Fruit de la coopération entre le Sénégal et la République fédérale d'Allemagne, la centrale photovoltaïque de Diass a été inaugurée en fin d'après-midi par le président Macky Sall en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz. Après cette cérémonie d'inauguration, le président de la République Macky Sall a raccompagné son hôte, le chancelier allemand, à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass qui a quitté Dakar peu après 18 h. Papiram Biguenyaï. C'est un champ solaire qui s'étend à perte de vue. Une centrale photovoltaïque sur 40 hectares. Reflet de la vision d'un mix énergétique et symbole de réussite d'une trajectoire d'émergence économique bâtie autour du programme Liggéeyal Ëllëg dénommé Macky 535, où on retrouve les 5 accès universels, notamment l'accès universel à l'électricité. Aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz, le président Macky Sall, porteur de cette grande vision, réalise une nouvelle percée sur le chemin du véritable développement. L'option d'injecter de l'énergie renouvelable dans le réseau électrique national est une priorité du président Macky Sall. Cette vision a permis de réaliser une prouesse économique et d'atteindre 32% d'énergie propre, avec notamment l'installation de 8 centrales solaires à travers le Sénégal. Diass fait aujourd'hui partie de ce vaste réseau d'énergie renouvelable interconnecté. En termes d'impact pour cette centrale-là, au niveau de Diass, ça a permis déjà d'avoir une puissance de 23 mégas, qui a permis d'avoir un productif de 35 gigawattheures, qui a permis aussi d'avoir le taux de CO2 évité qui tourne autour de 25 000 tonnes. Dans cette centrale-là, les populations avaient de l'énergie pendant 12 heures, parfois pendant 18 heures. Mais sur la réalisation de cette centrale-là, les populations ont pu avoir de l'énergie pendant 24 heures sur 24. Aussi, ça a permis une réduction des coûts d'exploitation de l'ordre de 70%. L'énergie produite par cette centrale photovoltaïque, qui préserve l'environnement et réduit les émissions de gaz à effet de serre, va permettre d'alimenter plus de 30 000 ménages. Elle va également générer des économies sur la fourniture en électricité. Économie estimée à plus d'1,7 milliard de francs CFA par an. Un double impact qui s'inscrit dans le cadre d'un succès diplomatique réalisé par le président Macky Sall à travers cette visite officielle du chancelier allemand Olaf Scholz. Très heureux d'être là avec le chancelier fédéral, M. Olaf Scholz, à l'occasion de sa visite pour inaugurer cette centrale solaire de Diass, qui est le produit de la coopération allemande, qui a été un don avec la KfW, ici à Diass, mais aussi dans les îles du Saloum et dans d'autres localités comme Goudiri. Cela rentre dans le mix énergétique que nous avons mis en place et cela contribue à ce mix qui fait que le Sénégal aujourd'hui est à 32% d'énergie renouvelable. Je suis heureux de pouvoir couper le ruban avec le chancelier. Je le remercie encore une fois pour cette coopération. Après l'inauguration de cette centrale photovoltaïque de Diass d'une capacité de 23 MW et qui a coûté plus de 13 milliards de francs CFA, le président Macky Sall a raccompagné son hôte à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ainsi prend fin cette visite officielle du chancelier allemand Olaf Scholz à Dakar au terme d'une intense activité diplomatique marquée par plusieurs retombées économiques et une exposition stratégique d'une diplomatie de prestige.
Préciser que le choix du Sénégal pour un premier voyage est lié donc au partenariat étroit entre les deux pays. Dans la conférence de presse qui a suivi leur entretien, le président Macky Sall et le chancelier allemand se sont engagés à renforcer cette coopération dans les domaines comme l'exploitation des hydrocarbures au Martinique. C'est une longue tradition de coopération qui se consolide à travers cette visite. Relation historique saluée par le président Macky Sall. J'ai exprimé au chancelier Scholz ma satisfaction pour la qualité de notre coopération bilatérale. Cette coopération est concentrée aujourd'hui sur la promotion de l'énergie renouvelable, en particulier le solaire, sur l'efficacité énergétique et sur la formation professionnelle. Nous avons en cours 9 projets et programmes. L'Allemagne est également notre premier partenaire bilatéral dans la réponse sanitaire, dans la riposte sanitaire et la résilience socio-économique contre la pandémie Covid-19. C'est important à souligner, avec un appui de 100 millions d'euros à notre programme de résilience économique et sociale. L'Allemagne également a annoncé une contribution de 20 millions d'euros en soutien au projet de production de vaccins de l'Institut Pasteur de Dakar. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Macky Sall, pour cet accueil chaleureux. C'est donc ma première voyage en tant que chancelier fédéral sur le continent africain et j'ai choisi délibérément comme première station le Sénégal, puisque le partenariat qui unit nos deux pays est très étroit et deviendra de plus en plus important. Dans la politique mise en œuvre par le chef de l'État, la transition énergétique occupe une place importante. Notre priorité, c'est de donner l'accès d'abord de l'électricité à ces populations. C'est également d'assurer le minimum d'industrialisation du continent. Et dans ce contexte, n'étant pas les plus grands pollueurs, puisque n'étant pas industrialisés, il serait injuste dans la recherche simplement de solutions qu'on veuille interdire à l'Afrique d'utiliser des ressources naturelles qui sont dans son sous-sol, des ressources qui sont d'ailleurs pas polluantes, en tout cas beaucoup moins polluantes que le pétrole ou le charbon, en particulier pour le gaz. Mon plaidoyer a été de dire que l'Afrique doit être accompagnée dans ce financement, dans le financement de son gaz, pour elle-même, mais aussi pour les autres pays. Le Sénégal est dans une perspective d'exploitation des hydrocarbures. Au moment où la tension est forte sur le marché, la solution sénégalaise peut être envisagée. Nous sommes prêts, nous, Sénégal, en tout cas, à travailler dans une perspective d'alimenter le marché européen en GNL. Les conditions préalables, vous l'avez dit, il faut un accompagnement dans, d'abord, ce jugement en exploitation, dans notre prise de participation à des conditions meilleures que celles qui sont aujourd'hui données au Sénégal par les compagnies qui nous ont prêté notre quote-part à des conditions financières très difficiles. Et si nous pouvons bâtir, bien sûr, une collaboration avec l'Allemagne pour adoucir ces types de crédits, mais aussi rechercher de l'exploration et valoriser aussi le gaz domestique pour la partie gas to power. Je pense que tout ça est ouvert et nous sommes enthousiastes de pouvoir travailler avec l'Allemagne dans cette perspective et avec toute l'Europe. On a commencé à avoir des échanges là-dessus. C'est quelque chose qui peut vraiment être très utile. Et je crois que c'est vraiment notre souhait partagé d'obtenir des progrès. Des retombées économiques solides par cette visite. Le chancelier Olaf Scholz marque l'importance que son pays, l'Allemagne, accorde au Sénégal. La guerre en Ukraine et ses conséquences ont été également au cœur des échanges. Le président Macky Sall et le chancelier allemand ont eu une convergence de vues sur la nécessité de rendre disponibles les produits alimentaires et énergétiques. Le chef de l'État est aussi revenu sur la position de l'Afrique sur cette crise. Nous restons toujours avec Oumar Gningue. Dans le volet consacré à la guerre russo-ukrainienne, le président Macky Sall a réitéré la position de l'Afrique. Pour l'Afrique, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas être alignés sur ce conflit. Très clairement, nous voulons la paix, même si nous condamnons l'invasion.
Nous travaillons, nous, pour qu'il y ait une désescalade. Nous travaillons pour qu'il y ait un cessez-le-feu, qu'il y ait un dialogue, puisque de toute façon, on finira par s'asseoir autour d'une table. Donc c'est ça la position africaine. Et nous avions d'ailleurs reçu l'invitation de Moscou pour nous y rendre le 18 dernier. Pour des raisons de calendrier, cela n'a pas été fait. J'ai proposé de nouvelles dates. Dès que c'est donc fixé, je me rendrai naturellement à Moscou, mais aussi à Kiev. Et nous avons aussi accepté de réunir l'ensemble des chefs d'État qui le souhaitent avec l'Union africaine, avec le président Zelensky qui avait exprimé le besoin de communiquer avec les chefs d'État africains. Cela aussi sera fait dans les semaines à venir. Les conséquences sont visibles et leur ampleur saisissante. Le Sénégal et l'Allemagne ont une vue commune sur la question. On a soutenu beaucoup de programmes et on continuera de le faire pour que les pays qui ne sont plus capables d'acheter des aliments dans les dimensions nécessaires, de les soutenir. Et on va également travailler à ce que l'exportation de céréales en provenance de l'Ukraine soit possible et qu'il soit également possible de mettre à disposition les engrais nécessaires. On en a longuement parlé parce que malgré cette guerre terrible, cela exige une coopération pour que cela soit possible en provenance d'un pays qui est en train de se défendre contre une guerre d'agression. Mais il est important qu'on essaie d'y arriver, parce que sinon, il y a un grand danger qu'il y ait de nombreux pays dans le monde entier qui ont beaucoup de mal à alimenter leur population. Et on ne peut pas rester impassible, on n'est pas impassible. On va tout faire, ce qui est en notre pouvoir, pour y remédier. Il faut que les partenaires comprennent que l'Afrique a beaucoup trop de problèmes et sur lesquels elle veut aussi voir ses partenaires à ses côtés. Donc évidemment, la question ukrainienne est une question fondamentale sur laquelle nous voulons travailler avec nos partenaires pour vraiment qu'il y ait une paix juste pour l'Ukraine, pour la Russie aussi et pour le monde. Au-delà de la guerre en Ukraine, le chancelier allemand compte beaucoup sur le leadership du président Macky Sall pour la gestion commune des sujets d'intérêt commun, comme la question sécuritaire en Afrique. Voilà pourquoi le chancelier l'a convié au prochain sommet du G7 qui aura lieu en Allemagne dans quelques semaines. Et pendant que le président Macky Sall et le chancelier allemand faisaient leur entretien, les secteurs privés sénégalais et allemands étaient en discussion. À l'issue des travaux, le chef de l'État et le chancelier Olaf Scholz ont salué la dynamique qui va contribuer à renforcer le partenariat entre les deux pays. Nous retrouvons toujours Marie. L'avenir du partenariat est dans vos relations. C'est en substance le message que le président Macky Sall et le chancelier Olaf Scholz ont délivré aux deux secteurs privés, des investisseurs sénégalais et allemands qui s'inscrivent dans la dynamique. Cette nouvelle dynamique, Monsieur le Président, entre nos deux secteurs privés s'est concrétisée récemment à travers 3 grandes manifestations internationales qui se sont tenues à Dakar entre juin 2021 et mars 2022 en présence de fortes délégations d'hommes d'affaires allemands. On peut évoquer ce forum organisé par la Fondation Konrad Adenauer, l'Association allemande des petites et moyennes entreprises, la BVMW et l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, la GIZ. Tout ceci en relation avec le secteur privé sénégalais, ce qui a permis la promotion du développement de la co-entreprise sénégalo-allemande pour faciliter l'exportation des biens et des services. L'Union européenne a été un projet très important. Nous avons créé une zone de libre-échange dans l'Union européenne et cela a permis d'avoir une réelle relance en Europe. Je pense que pour l'Afrique, il s'agit également d'une grande opportunité. Si nous travaillons avec les chambres de commerce extérieures à la mise en œuvre d'une zone de libre-échange, alors cela sera également possible ici. Le Sénégal reste un pays ouvert. Le président Macky Sall l'a rappelé aux investisseurs allemands. Dans le même esprit, le chancelier Olaf Scholz a salué le rôle des deux secteurs privés dans la consolidation des relations entre le Sénégal et l'Allemagne. Un peu plus tôt, le chancelier allemand a été accueilli par le chef de l'État à l'aéroport international Blaise Diagne. Olaf
Scholz entame ainsi une tournée africaine. Retour sur cet accueil avec Aboubakry Kane. Dakar, porte d'entrée du chancelier fédéral allemand Olaf Scholz pour sa première tournée africaine. À son arrivée à l'aéroport Blaise Diagne en milieu de journée, il est accueilli par le président en exercice de l'Union africaine dans la chaleureuse et enthousiaste tradition de la teranga sénégalaise. Une première étape où les honneurs militaires lui sont rendus à la hauteur de ses fonctions. Un déplacement officiel au Sénégal pour celui qui succéda à Angela Merkel à la chancellerie allemande depuis le 8 décembre 2021. Au terme de leur tête-à-tête au salon d'honneur, direction le palais de la République. Pour d'abord un entretien qui sera par la suite élargi aux deux délégations. Au menu des échanges, la coopération bilatérale, où ont été abordées entre autres des questions relatives à l'économie, à la santé et à l'énergie notamment renouvelable. L'Allemagne, premier partenaire bilatéral du Sénégal dans la riposte économique et sociale anti-Covid, s'intéresse également au projet de production du vaccin de l'Institut Pasteur de Dakar. Les entreprises allemandes manifestent aussi de plus en plus leur intérêt pour des investissements au Sénégal. Au-delà des questions économiques, la paix et la sécurité au Sahel ont également fait l'objet d'échanges entre les deux parties. Voilà donc ce qu'il fallait retenir ce soir sur la visite du chancelier allemand à Dakar. Autre actualité, suite de la campagne agricole 2022-2023. Ce soir, l'étape de Kaolack, plus de 10 000 tonnes de semences certifiées sont allouées à la région. Là également, les devants ont été pris par le ministère pour la réussite de l'opération. Le point avec Pandambo. À Kaolack, cœur du bassin arachidier, tout est fin prêt pour que la campagne 2022 démarre sur les meilleurs auspices. On est présentement en situation de mise en place des semences, des intrants agricoles pour la campagne agricole 2022-2023. Et présentement au niveau de la région, il a été notifié environ 9 743,3 tonnes. Donc les opérateurs sont en train présentement de le mettre en sac pour mettre à disposition des commissions pour les sessions de vente pour les producteurs. Présentement, ils sont en train d'attendre juste l'installation des sous-préfets pour les commissions de vente pour pouvoir démarrer. Et d'ailleurs même, on espère bien que d'ici la fin de l'arrêt des mises en place des sessions des semences le 31 mai. Donc on espère bien qu'on sera environ 90% de mise en place au niveau des commissions, des sessions de vente. Différents sites visités ont permis de faire le suivi déjà à Latmengue où les semences sont disponibles et sécurisées avec de très bonne qualité. Notifié opérateur bi moy El Hadji Bou Gambala mo ubi sako bi. C'est l'opérateur El Hadji Bou Gambala qui a été notifié pour ce point de collecte, et ce pour 238 tonnes. La qualité de l'arachide est irréprochable. On n'attend que la date de session pour amener le produit au niveau des zones de production. À notre niveau, rien à signaler. On est vraiment prêt. 385 tonnes. Autre lieu où nous sommes rendus, la commune de Karmadiabel. Ici, les OPS rencontrés s'attellent à la mise en sac. Certaines graines sont déjà en train d'être acheminées vers les zones de production. Pour la région de Kaolack, 220 tonnes m'ont été notifiées. J'ai déjà le stock en place. Dans 2 jours ou 3, je vais terminer la mise en sac. On n'attend que les commissions pour l'acheminement. Cette année, les notifications ont été reçues très tôt. Le ministre a fait le nécessaire. On a tout reçu depuis le mois de mai. Et généralement, c'était au mois de juin qu'on recevait les notifications. En période de mise en sac,
même encore de transport pour les mises en place des semences dans les communes notifiées. Actuellement, vraiment, nous sommes prêts. Nous sommes à la fin des mises en sac et tout le stock est disponible. Plus loin, à Taïba-Niassène, c'est le même scénario. L'OPS agréé et notifié se félicite des mesures prises par le ministère de l'Agriculture. Sur instruction du chef de l'État, nous faisons tout ce qui nous est demandé pour faire une bonne campagne. Le président Macky Sall et le ministre de l'Agriculture soutiennent les producteurs. Donc nous qui sommes sur le terrain, nous devons faire le maximum. Nous avons 350 tonnes et tout est sur place. 350 tonnes. Pour la campagne agricole 2022-2023, la région de Kaolack a été notifiée pour un total de 12 000 tonnes en semences certifiées d'arachide. Pour les espèces diverses, il faut compter 649 tonnes. Du côté des opérateurs, ils sont au total 71 OPS qui ont déjà reçu leur notification avant date pour 41 points de cession répartis dans les différentes zones de production du Saloum. Autre constat, le processus de mobilisation des fonds de financement du projet de navigation sur le fleuve Sénégal est sur la bonne voie. L'information est donnée par le haut-commissaire de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du Sénégal, lors d'une rencontre d'information et de sensibilisation. Le projet, qui constitue le troisième pilier du programme de l'OMVS, après l'énergie, l'agriculture, permettra justement d'exploiter, de valoriser les ressources des 4 pays membres. Jaina Badja. L'espoir est permis pour la réalisation du projet de navigation sur le fleuve Sénégal de l'OMVS. Ceci est dû en grande partie à l'engagement de l'État du Sénégal. Le plus important, c'était le financement. Pas que le financement, me diriez-vous. Il y a les études qui devaient être faites. Il y a beaucoup d'autres aspects qui devaient être gérés. Mais le plus important, convenez avec moi, c'est l'argent, comme on le dit, c'est le nerf de la guerre. Et pour un projet aussi structurant, aussi important, il faut beaucoup d'argent. Et grâce à Dieu, grâce à l'engagement de nos États, de nos chefs d'État, mais à l'engagement du Sénégal, ce projet aujourd'hui a beaucoup de chance par rapport à la mobilisation du financement. Les autres membres de l'OMVS, la Mauritanie, le Mali et la Guinée, se sont aussi impliqués pour la concrétisation d'un projet vieux de 50 ans depuis la création de l'organisation. Il s'agit aujourd'hui de sensibiliser les destinataires sur les enjeux au regard de la complexité du projet. Une perspective profitable à toute localité traversée, notamment la ville de Saint-Louis. La réalisation du port de Saint-Louis doit être une de ces solutions techniques pour la stabilisation de la brèche, pour diminuer son impact négatif aujourd'hui, en faire plutôt un levier, et c'est possible, pour le développement de Saint-Louis. Le projet de navigabilité du fleuve Sénégal, c'est d'abord et avant tout un projet de Saint-Louis. C'est pour nous un véritable motif de satisfaction parce que c'est un levier de développement pour la ville de Saint-Louis, pour les communautés voisines de Saint-Louis. 3 ports de plaisance, de pêche et de commerce seront construits à Saint-Louis qui bénéficie presque des 3/4 du financement évalué à 311 milliards de francs CFA. Le port fluvial d'Abididi au Mali constitue le 2e pilier du projet. Le chantier naval de Rosso en Mauritanie en est le 3e. Autre direction, cité Ndiobène, c'est à Guédiawaye, 400 titres précaires mutés en bourg et octroyés aux habitants. C'est le geste du chef de l'État à l'endroit de ce collectif et de ses familles qui, depuis 2006, courent après cette régularisation. Une journée de prière suivie de remise a été organisée sur place en guise de reconnaissance et c'était en présence du maire de Wakhinane Nimzatt, Ousmane Garifaya. Il a joint l'acte à la parole, quelques jours seulement après son dioko avec la jeunesse de Guédiawaye. À la suite de cela, le chef de l'État a donné des directives fermes au service des impôts et domaines pour la régulation par voie de bail de ces 400 logements au grand bonheur des habitants. En tant que bénéficiaire, je rends grâce à Dieu. J'ai eu une pensée pour mon défunt mari. C'était beaucoup battu pour ce dossier. 400 titres précaires, des maisons menacées de démolition, des familles sous la hantise permanente.
L'histoire remonte à 2006. Le chef de l'État était alors Premier ministre. Il y avait un arrêté de démolition de toutes les concessions. À l'époque, l'actuel président de la République, son Excellence Macky Sall, a donné des instructions pour qu'on n'exécute pas l'arrêté de démolition. Parce que pour lui, il était inimaginable de raser des quartiers par simple défaut de bail. 16 ans après son rêve de satisfaire un jour cette demande sociale se réalise, Suten Ndiobène ne mourra plus. Nous sommes heureux de ce dénouement. Nous sommes fiers de nos dirigeants. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Habib Niang et le maire Racine Talla. Ils sont les acteurs principaux de ce qui nous arrive ce matin. Ils sont, ces deux-là, à régler un problème social pour des centaines de familles. Nous sommes éternellement reconnaissants. Reconnaissantes, les populations priaient à travers un récital du Saint-Coran sous l'égide de l'édile de Wakhinane Nimzat, témoin de l'histoire et acteur discret de ce dénouement heureux. Le ministre des Budgets et des Finances, qui est le patron des impôts et domaines, a véritablement accéléré le processus. Nous le remercions vivement au nom des populations de Ndiobène et au nom des populations de Guédiawaye. Nous remercions également le directeur des domaines. Donc c'est ainsi qu'aujourd'hui, tous les baux ont été signés grâce à cette diligence-là. À ses côtés, pour marquer cette journée symbolique, les acteurs politiques, à leur tête, les représentants du maire de Guédiawaye. Racine Talla, félicitations encore. Je vous ai félicité à plusieurs reprises parce que ce que vous venez de réaliser aujourd'hui est immense et incommensurable. J'en mesure la difficulté et l'ampleur parce qu'à ce jour, parvenir à sortir des baux pour toute cette population qui était dans l'irrégularité n'est pas donné à n'importe qui. Après la Médina, il y a quelques années, le chef de l'État pose à nouveau un acte historique à l'endroit de ces populations de Ndiobène, mais repousse plus loin le curseur de la gouvernance sociale. Pour le collectif, ces missions accomplies, la garde peut à présent baisser. Retour en région pour signaler la suite du Trophy Tour. Thiès est à l'honneur. La capitale du rail accueille la Coupe d'Afrique. Liesse populaire et ambiance festive dans les quartiers de la ville. Les populations ont manifesté leur joie de recevoir leur trophée. La caravane s'est également arrêtée dans la ville sainte de Tivaouane. Fatmata Savani. Thiès encore dans l'effervescence de la Coupe d'Afrique remportée par les Lions. La capitale du rail a accueilli avec joie et fierté le Trophy Tour. Notre pays, notre peuple qui attendait cette coupe depuis plusieurs générations, plusieurs décennies, finalement nous l'avons eu, finalement nous l'avons embrassé et ça nous remplit de bonheur et de fierté. Nous remercions l'équipe nationale, mais également la fédération. Le président, tout d'abord le président de la République, pour tout l'effort qui a été fait pour encadrer cette équipe, le porter à cette victoire. Première étape de cette tournée nationale, Thiès, ville de sport, doit continuer à faire briller ses enfants à travers le sport et les autorités de la région sollicitent des infrastructures de qualité. Je voudrais surtout saluer l'acte de générosité dont a fait preuve le président de la République de faire bénéficier l'ensemble de la jeunesse sénégalaise de cette Dame Coupe, et parce que la jeunesse aussi a toujours été aux côtés de l'équipe nationale. La jeunesse sénégalaise mérite de communier avec cette coupe, surtout la jeunesse thiessoise qui a été ces 5 dernières années aux côtés de l'équipe nationale avec le Stade Lat Dior pour accompagner, pousser l'équipe nationale à la qualification, mais également pousser l'équipe nationale à la victoire. Pendant longtemps, on a cherché cette coupe. Souvent, des générations talentueuses se sont présentées et n'ont pas pu gagner. Mais on ne s'est pas découragé parce que ce n'était pas effectivement le moment de se décourager. Et aujourd'hui, cette génération des Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et autres grands joueurs nous ramènent cette coupe. Et quelque part, c'est un exploit. Donc c'est un grand moment pour nous tous.
donc de joie, de plaisir, mais surtout un moment qui doit nous faire réfléchir sur ce que nous devons avoir comme comportement. Le trophée a fait le tour de Thiès, centre-ville, le quartier Kaoussara, en passant par Médina Fall et Guitéré. La caravane du Trophée Tour a également été à Khombol, Toubatoul, Ndoukoumane et Tivaouane au quartier Sidi Djamil. dëkk sëñ Babacar bi ñu indi fi Coupe d'Afrique dañuy neex yàlla nañ ko jëlee ay ati barke Sëriñ Babacar si neex nañu lool. coupe bi dañ ko yàgg a wut yàlla may ñu ko cette année-ci ça fait l'occasion que mu def tour du Sénégal ñëw fii ci Tivaouane nag ñu kontaan ci lool. moom lii doon la doon xaar Sénégal moom ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn mu ko xaar ñaari boobu waaw kontaan nañ trop dëgg yàlla di ñaan rek yeneen i topp si incha allahu taala. Pour rappel, la tournée nationale du trophée est une initiative du président de la République pour que chaque Sénégalais puisse encore revivre l'excès de joie d'un certain soir de 6 février. Du sport, nous passons à la culture avec l'une des innovations majeures de cette 14e biennale. Le projet d'Akhontou a fait son apparition sur la corniche ouest de Dakar. L'objectif, faire tomber les murs des galeries et les musées et mettre les chefs-d'œuvre des artistes dans l'espace public. Abdouad et Abouiboumaï. C'est une promenade avec une forte coloration artistique. Avec le projet d'Akhontou de la Biennale de Dakar, la corniche ouest s'est transformée en une vraie galerie à ciel ouvert. Ce projet, c'est une scénographie urbaine qui met l'art au cœur de la ville, au cœur de la communauté, pour un art plus présent dans l'espace public. Dans ce d'Akhontou, nous avons invité 17 créateurs. Ce sont des artistes dans les domaines de l'installation, de la sculpture et du design, avec 3 principes. Le premier principe, c'est que venez et créez une œuvre monumentale. Deuxième principe, venez et créez une œuvre sur place, in situ. Et troisième principe, il faut que votre œuvre parle à la communauté. Cette initiative vise également à mettre en contact la communauté avec ce qui se fait de mieux dans les ateliers des artistes. Je pense qu'il est très important également dans une ville que des créateurs l'investissent, que des créateurs posent leur signature, parce que l'art est une prise de parole et il faut que nos artistes prennent la parole dans la cité et soient en contact avec la population. Et c'est la raison pour laquelle ce projet est né, un projet qui contribue également à l'aménagement culturel du territoire. Le concept d'Akhontou trouve tout son sens ici sur la corniche déjà, qui est un espace assez fréquenté, qui est tout le temps plein de monde. Donc oui, le Akhontou m'inspire beaucoup de choses parce que ça fait partie de notre quotidien, de Dakarois ou bien de Sénégalais tout simplement. On a l'habitude de bouger, de sortir un peu de notre bulle et de voir ce qui se passe autour de nous. Pour réussir ce projet, la Biennale s'appuie sur le talent des grands artistes venus exprimer leur savoir-faire, au grand bonheur du ministre de la Culture. Et je suis comblé de faire partie d'un pays talent où on est le génie, le talent est présent. Je suis très heureux et comblé de faire partie d'un gouvernement du président Macky Sall qui met la culture au devant de la scène. Aujourd'hui, je suis aussi à la Corniche pour visiter, encourager, venir voir tout ce beau monde, toute cette belle créativité de la Corniche. Le projet d'Akhontou constitue l'une des innovations majeures de cette 14e biennale, une idée bien adoptée par le public. L'application de la loi dans toute sa rigueur, c'est ce que préconise Maître El Hadji Diouf, invité de l'émission Point de vue. L'avocat et leader du PTP analysait les entorses relevées au cours des vérifications des candidatures aux élections législatives du 31 juillet prochain. On l'écoute. Il faut que force reste à la loi. Maintenant, nul ne pourra se prévaloir de sa propre turpitude. Vous ne pouvez pas frauder sur la liste nationale. Donc vous rendez cette liste nationale irrecevable avec toutes les autres listes départementales et vous voulez que parce qu'avec Benno on ne doit annuler que la liste des suppléants, vous voulez mettre le feu dans ce pays. Non, assumez et demain vous allez éviter de faire ce qu'on appelle la fraude. D'accord, mais la loi la loi électorale dont il s'agit
elle doit, vous le dites, s'appliquer à toutes les coalitions, oui, les listes. Oui, c'est-à-dire que... Et maintenant, les interprétations, on voit qu'elles sont différentes. Oui. Selon le camp que l'on se situe, oui. Où on se trouve. C'est ça la vérité. Exercice de gestion des accidents de transport de matières dangereuses sur l'autoroute de l'avenir. La CKSA, en partenariat avec les forces de sécurité et de défense, en est l'initiateur. L'objectif est de prévenir ces types d'accidents qui pourraient se passer justement sur cet axe stratégique de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD. Philomène Constance-Diagne était de la partie. Sur l'autoroute à péage entre les gares de Toglo et de Sébikotane au PK 44, un alignement de véhicules de secours, des hommes en pleine action de sécurisation et de contrôle. Bref, un décor des plus inhabituels causé par un accident de la route. Il implique 4 véhicules, dont un transportant de l'essence avec un départ de feu et 3 victimes blessées à même le sol. Ce que nous avons fait, nous avons extrait et traité les victimes, puis assurer leur évacuation vers les structures hospitalières. Également, nous avons participé au colmatage de la fuite, arrêter le déversement et à la dépollution en partenariat avec les techniciens de Total et de Gazal Transport. Après quoi, nous avons procédé au dégagement de la chaussée pour rétablir la circulation. Fort heureusement, cette fois, cette scène n'est que simulation pour prévenir les situations d'urgence. En chemin, nous avons rencontré d'énormes difficultés, notamment d'accès, parce que la bande d'arrêt d'urgence qui est prévue pour ces genres de situations était occupée par les usagers de l'autoroute. C'est une bande qui est réservée uniquement pour les urgences. Si vous avez une panne, il n'y a pas de problème, mais au-delà, laissez cette bande aux véhicules de secours d'urgence. Cet entraînement pratique d'envergure permet de sensibiliser les usagers, d'évaluer les temps de réponse des partenaires externes, également de tester la complémentarité des équipes d'intervention dans le processus de balisage. Le but de cet exercice, c'est d'évaluer nos équipes qui ont été formées pour la gestion des situations d'urgence, pour voir s'ils ont toujours leurs compétences et s'ils sont toujours aptes à réagir face aux situations d'urgence. Donc l'exercice s'est bien passé dans sa globalité et les équipes d'intervention sont arrivées à temps et le feu a été maîtrisé à temps. Ça s'est bien passé dans la globalité. Nous, ça nous permet de tester aussi nos procédures d'intervention, surtout de faire la bulle de sécurité, l'assistance pour le balisage et permettre aussi la communication aux usagers en cas d'occurrence d'un événement de ce type. Cette simulation a aussi permis de vérifier la fiabilité des équipements pour la bonne application des consignes de sécurité en cas d'incident. Même le vol des produits dangereux transportés a été pris en compte. Au cours de cet exercice, nous avons installé une cellule de crise chargée de piloter les opérations. Donc nous avons globalement atteint nos objectifs dans la mesure où, au moment où on vous parle, la circulation a été rétablie. Certes, il y avait un bouchon que nous avons pu gérer. Les équipes ont joué vraiment le jeu, si bien que nous en avons tiré beaucoup de leçons. À travers cet exercice, Eiffage Sénégal veut perpétuer la culture zéro accident sur l'autoroute de l'avenir. L'actualité reprend ses droits aux environs de 23 h. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.